Bon, bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Nous continuons le chapitre 1 de la mécanique des fluides approfondie, rappel de généralité. Donc, dans la dernière vidéo, on a entamé la dérivation des équations de Navier-Stokes. Donc, on est arrivé à cette équation générale. Donc, dérivée par dt, divergence de ρ VV également 1 plus divergence de sigma de barre. Donc, ce sigma de barre, c'est le tenseur des contraintes. Donc, c'est un tenseur. Alors, F, c'est les forces de volume. Donc, le second membre, c'est les forces extérieures, forces de volume et les forces de surface. Et le terme d'inertie, donc il y a le terme instationnaire et ce terme de flux. Donc je rappelle juste divergence de ρ, V. Donc VV c'est ce qu'on appelle un produit dyadique. Donc VV. V c'est le vecteur vitesse bien sûr. Donc V, vecteur vitesse et là c'est composante Vx, Vy, Vz. On les appelle U, petit v et W. Voilà. Donc c'est la forme, si vous voulez, compacte des équations de Navier-Stokes. Donc c'est une équation vectorielle, donc dans le cas général, elle possède trois composantes selon x, y et z, si on travaille dans le système des coordonnées cartésiennes. Donc voilà, on V c'est vecteur, divergence produit, et ça c'est un tenseur. On a parlé lorsqu'on appliquera l'opérateur de divergence à un tenseur, on obtient un vecteur. Alors, ça c'est un vecteur, et aussi donc le divergence appliquée sur un tenseur, on obtient un vecteur. Si on a un vecteur, lorsqu'on fait divergence d'un vecteur, on obtient un scalaire. Donc, comment calculer divergence d'un tenseur? En général, vraiment comment on s'applique. Donc, tenseur d'un vecteur, d'un tenseur d'ordre 2. Donc, c'est ça c'est la fonction indicielle des composantes de son tenseur par rapport au système dans la direction EI. Donc, on voit bien que c'est un vecteur. Très bien. Voilà. Donc, on a parlé de ce tenseur des contraintes. Maintenant, on va finalement comment tenir les équations de Navier-Stokes. Donc il nous faut maintenant, on a vu les composantes de ce tenseur là. Donc ce tenseur d'ordre 2, ou bien on va le monter une notation indicielle IG, donc il a IG. Donc ce tenseur il a, si vous voulez, 9 composantes. On les a vu la dernière fois. Donc diagonale c'est voilà, c'est II dans les coordonnées cartésiennes X, Y, et ZZ, et les composantes, les autres composantes, XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY et ZZ. Il y a 9 composantes. Donc si on regarde dans ce système, on a les inconnus, c'est quoi? On a la masse volumique ρ, V le vecteur vitesse, donc les trois composantes. Et on a les forces de volume. En général, on connaît par exemple si on a le poids, donc F ici c'est l'axe représenteur. Et ce sigma, ce tenseur-là, on a aussi 9 composantes. D'accord? Donc 9 inconnus supplémentaires. Très bien. Maintenant, pour pouvoir fermer le système, donc il faut exprimer les composantes de ce tenseur, c'est-à-dire en fonction des variables primitives qu'on connaît, ici par exemple les vitesses, etc. Très bien. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les lois constitutives du fluide. Donc, loi constitutive du fluide. D'accord? C'est-à-dire, on va exprimer ce tenseur des contraintes, d'accord, en fonction des variables comme la vitesse, la masse volumique, etc. Là, on sait qu'on a déjà, c'est-à-dire classé les fluides, on a ce qu'on appelle les fluides newtoniens et les fluides non newtoniens. D'accord? Pour un fluide newtonien, si le fluide est newtonien, pour un fluide newtonien, alors, comment s'exprime ce tenseur des contraintes en fonction des variables qu'on connaît, par exemple? Donc, et les données comme suit. Donc, on va décomposer. Donc, sigma de barre, ou bien on note sigma vecteur, pour dire c'est toujours un tenseur de barre parce qu'il est un tenseur d'ordre 2. Donc, égal moins P, I,
ça le tenseur unity, le tenseur de la matrice unity, plus 2 mu d, voilà, plus lambda, divergence de v, vecteur vitesse, et i. Voilà. Donc, c'est ça la décomposition, c'est-à-dire dans le cas général, c'est pour un fluide newtonien. Bon, on a déjà fait ça pour le cas simple en deuxième année, pour un fluide newtonien, on a dit que la contrainte, parce qu'une contrainte, elle s'exprime en fonction mu du sur dy. D'accord? C'est la loi de Newton. Les fluides qui obéissent à cette loi, on les appelle les fluides newtoniens. dy sur dy, c'est le gradient de vitesse. Ça, c'est le gradient de vitesse. Hein? Gradient de vitesse. Qui lui-même aussi, c'est quoi le gradient? On assigne ce qu'on appelle le taux des déformations. D. Voilà, D. D, c'est le taux de déformation. Le taux de déformation. D'accord? Donc, on a une relation linéaire entre la contrainte, d'accord, de ces éléments et ce taux de déformation. D'accord? C'est la même situation ici. Ça, c'est le cas ND simple. Mais pour le cas général, et pour un fluide newtonien, donc ce tenseur, donc on a décomposé, on a fait introduire la pression. Ça, c'est la matrice de tenseur unité. Ça, c'est 1, 0, 0, dans le cas 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Mu, c'est la viscosité dynamique. D'accord? D, c'est le tenseur des taux de déformation. D'accord? Pour le cas simple, c'est dy. Mais pour le cas général, ce tenseur des taux de déformation, donc on écrit sur la notation indicielle ou bien DIJ. DIJ égale à quoi? Donc c'est 1 demi d UI par dxUG plus dUG par dxI. Donc UE, donc c'est des composants de la vitesse. Donc I égale 1 c'est U, I égale 2 c'est V et I égale 3 W. Pour les X bien I ou bien J, donc c'est I1 c'est X, X1 c'est X, X2 c'est Y et X3 c'est Z. Donc ça c'est le tenseur des taux de déformation, c'est-à-dire la généralisation. Divergence de la vitesse, lambda, ce lambda là. Donc lambda, ce qu'on appelle, c'est le deuxième coefficient de viscosité. Lambda, c'est ce qu'on appelle viscosité de volume. On a la viscosité dynamique, donc on a deux types, la viscosité dynamique mu, d'accord, et ça la viscosité de volume. Donc viscosité dynamique, qu'est-ce que ça dit, c'est quoi? On a dit que la viscosité exprime la résistance du fluide à l'écoulement ou bien à la déformation. C'est cette viscosité dynamique. Et mu sur ρ, c'est la viscosité cinématique. Maintenant on a un deuxième coefficient de viscosité qu'on appelle la viscosité de volume. Donc, cette appellation vient d'où? Regardez ce terme-là, divergence de V. Donc on a dit que divergence de V, les significations de divergence de V, c'est quoi? C'est la variation de volume par unité de volume d'une particule ou bien d'un volume élémentaire. D'accord? Donc ça, ce lambda-là, c'est la résistance, du changement de volume de cet élément élémentaire ou bien de la particule. D'accord? Donc lambda, c'est une coefficient de viscosité. Deuxième coefficient de viscosité. On a une relation entre lambda et mu, donc on a cette relation, c'est-à-dire hypothèse. On a une hypothèse qu'on appelle de Stokes. Donc lambda plus 2 tiers mu égale 0. Ça, c'est l'hypothèse de Stokes. Donc on a une relation entre cette viscosité de volume et la viscosité dynamique. Très bien. Voilà. Maintenant, si on remplace par la notation indicielle, d'accord, donc on peut, dans cette unité, on peut l'écrire, on vient ici delta IJ. Delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Donc, symbole de Kronecker. Ça, c'est le symbole de Kronecker. Donc, c'est Kronecker. Symbole de Kronecker. Donc, delta IJ, c'est quoi? C'est I égale à 1, c'est I est égal à J, est égal à 0, c'est I est différent de J. Bon, delta IJ, voilà.
ici, les premières colonnes, donc 1 est égal à 1, I est égal à J, donc c'est 1, ici 1, 2, donc c'est 0, etc. D'accord? Très bien. DIJ, on a déjà ça de tenseur des droits de déformation. Dans le cas général, il s'écrit DIJ comme ça. Donc, si on regarde par exemple les composants de ce tenseur des droits de déformation, des deux barres ou bien DIJ, d'accord? Donc, égal à quoi? Alors, maintenant, D1, 1, D1, 2, D1, 3, etc. D2, 1, D2, 2, D2, 3, D3, 1, D3, 2 et D3, 3. C'est ça. Et ça, c'est composant. Si je prends par exemple, D1, 1, 1, 1, ça veut dire I égale 1 et J égale 1. Donc, DIJ, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, c'est 1 demi DU1 sur DX1 plus DU1, U1 sur DX1. D'accord? Et on a pris U1, en fin de compte, ça c'est, dans l'ordre c'est U1, et ça c'est quoi? C'est U2, et ça c'est U3. Donc I égale 1 c'est U, I égale 2 c'est V, et I égale 3 c'est W. La même chose pour X. D'accord? I égale 1, on a c'est X1, en fait c'est X, I égale 2, X2, 2, en fait c'est Y. I égale 3, donc X3, en fait c'est 6Z. Hein? D'accord, ça c'est X, donc U1, donc est égal à 2. Donc, en fait, le résultat c'est DU sur DX. Donc, ça devient DU sur DX, plus DU sur DX, c'est 2 fois DU sur DX. Il est demi, donc ça revient, ça devient comme ça. Par exemple, D1, 2. D1, 2, c'est quoi? Donc, c'est 1 demi, donc DU1, en fait, I égale 1. Donc, I égale 1, c'est U1, donc c'est U, sur XUJ égale 2, donc c'est DY, plus DU2, donc U2, on va appeler c'est V, sur DX1, c'est X, etc. Donc, on va faire un dernier, par exemple, D3, 2, D3, 2. Donc, I est égal à 3 et J est égal à 2. Donc, c'est 1 demi, alors, c'est D, U3, U3 c'est W, U3 c'est W. Sur DX2, X2 c'est Y, hein? Donc c'est Y, plus DV, c'est-à-dire U2 c'est V, sur DX, I est égal à 3, donc c'est D, c'est DZ, etc. Si vous utilisez ces notations indicielles pour connaître, c'est-à-dire la forme de ce tenseur des taux des déformations. Très bien. Maintenant, et si vous remarquez, vous allez remarquer que ce tenseur, c'est un tenseur symétrique. Hein? Donc c'est symétrique. C'est-à-dire D1, 2 est égal à D2, 1. D1, 3, c'est D3, 1. D'accord? D2, 3, c'est D3, 2. C'est ça facile à vérifier. Donc vous l'avez qu'à écrire les composantes. D'accord? Les composantes de son tenseur et vous allez le remarquer rapidement. Très bien. Voilà. Donc on va réécrire juste ce sigma, le tenseur des contraintes, c'est sur la notation indicielle. Donc sur la notation indicielle, voilà. Donc, alors, sigma. Donc sigma IJ, si vous voulez. Maintenant, en notation indicielle. Hein. Cette notation, elle est simple, d'accord? Ça nous aide, c'est-à-dire à écrire les formules longues, d'accord? Sans commettre des erreurs et plus facilement. Donc sigma IJ, donc en fait, c'est quoi? P c'est la pression, P delta IJ, donc delta IJ en fait c'est la pression unité, hein? D'accord? Le signe moins de la pression, je présume tout le monde le sait pourquoi, parce que la pression toujours agit, c'est-à-dire si on a une surface comme ça, une surface en un point, la normale elle est comme ça, la force de pression toujours elle est l'inverse de 1, c'est pour ça vient, d'où ça vient ce mot, hein, d'accord? Par des considérations physiques, donc plus 2 DIG, donc DIG c'est un tenseur aussi d'ordre 2, plus lambda, divergence de V, bon, divergence de V, delta IG. Voilà. Donc c'est la notation tensorielle. Sur cette écriture, on vient sur cette écriture. Voilà, maintenant on va. Donc maintenant si on remplace cette loi constitutive du fluide, ici on a considéré le fluide c'est newtonien, on obtient finalement des équations de notre espace. Hein? Très bien. C'est-à-dire on remplace ici. Hein?
Alors, je répète juste l'équation de la distance. Les équations de la distance sont des équations, c'est une équation vectorielle, donc elle possède, c'est-à-dire qu'elle possède trois composantes. Hein. Voilà, on voit le vecteur ici, ce tenseur-là, donc la divergence ça donne un vecteur, ça c'est un vecteur, et ça, la divergence ça donne un vecteur. Et on a les trois composantes. Donc voilà, pour par exemple, si on a pris pour i égale 1, i égale 1, d'accord? C'est-à-dire, ça c'est en fait quoi? C'est la direction x, hein? La direction x, 10x, d'accord? Donc i égale 1, v c'est quoi? C'est u. Donc v c'est quoi? Donc ça devient d u sur dt plus divergence de ρ. Maintenant, ce produit diadique, donc si on a pour une composante, on va v, le vecteur vitesse. Hein? Donc, divergence de ρ et v. Ça, maintenant, on a la divergence d'un vecteur qui nous donne un scalaire. Maintenant, on travaille avec les composantes. Hein? Égal. D'abord, maintenant, f, c'est la composante de la force de volume par unité de masse par rapport à x. Par exemple, si cette force de volume, c'est le poids, donc f, c'est g. Maintenant, ça, c'est jx. D'accord? C'est la composante de l'accélération du pointeur sur l'axe x. D'accord? Si x est horizontal, on voit que gx égale à 0. Hein? Très bien. Plus divergence de ce tenseur. Hein? Bon, ça, on a cette propriété commentaire qui diverge d'un tenseur. En général, divergence d'un tenseur. Donc, c'est quoi? C'est d composante ig sur dxg. Voilà, c'est la direction i. Donc, maintenant, on a i égale à 1. C'est i égale à 1. Donc, en fait, comme ça, c'est quoi? Donc, de ça, d'accord? Donc, sigma ij, c'est, si vous voulez, peut-être qu'on va expliciter ces sigma-là. Donc, alors, pour ne pas, bon, laissez l'ordre tel qu'il est. Donc, c'est d, sigma, maintenant, i égale 1, donc 1. Alors, j, maintenant, j allant de 1 jusqu'à 3. 1 sur dx quoi? dxg, j égale 1. Plus d sigma i toujours égale 1. Maintenant on va faire la sommation selon j. D'accord? C'est la convention, c'est-à-dire d'Einstein. Si un indice se répète deux fois, donc on fait la sommation de 1 jusqu'à 1. On est dans un espace à 3 dimensions, donc jusqu'à 3. I toujours 1, donc j est égal à 2 sur d x2. Donc x2, donc x1 on l'a appelé x, x2 c'est y. Plus d sigma, donc maintenant 1, 3, donc c'est dz. D'accord? Donc si vous voulez maintenant, on remplace i par x et y, 1 par x et 2 par y et 3 par z. Ça devient cx, ça c'est quoi? C'est x, y, et ça c'est quoi? C'est x, z. Pour la deuxième composante, i égale 2. On va quoi? C'est la direction y. Hein? Donc, d, maintenant v c'est quoi? On a appelé petit v sur dt plus divergence de quoi? De ρ. Maintenant, v c'est quoi? C'est petit v et le vecteur vitesse. Donc, égal à quoi? Donc, c'est ρ, maintenant fy, plus. Donc, on peut diluer rapidement. Donc, maintenant, c'est d sigma. Maintenant, c'est 2. De 1, c'est en fait quoi? C'est dyx sur dx. Ensuite, d sigma de 2. Donc, c'est 2. En fait, c'est d sigma 2. En fait, c'est y sur dy. Plus d sigma, maintenant 2, 3. Donc, c'est 2, 3, c'est y, z. Hein? Donc, c'est dz. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, i égale 3. En fait, quand c'est la direction z. Direction z. Donc, c'est d-ρ. Maintenant, vecteur vitesse, c'est la composante, je répète, v sur u, v, w. Ça selon x, ça selon y, et ça selon z. Hein? Donc, c'est 2ρ, w sur dt plus divergence de ρ, maintenant w, v, égale ρ, maintenant f selon z. Maintenant,
divergé de son tenseur. Maintenant, I est égal à 3 et on fait J de 1 à 3. Donc, de D sigma de quoi I est égal à 3, si, en fait, si Z, J est égal à 1, si X, sur quoi? C'est dxJ, dx1, si c'est dx, plus D sigma maintenant, toujours I est égal à 3, si Z toujours, maintenant J est égal à 2, en fait 2 c'est Y, donc c'est dx, x2 c'est Y, plus D sigma, maintenant I est égal à toujours Z, J est égal à 3, c'est Z, c'est D sigma ZZ sur D, maintenant x3 c'est dz, voilà. Maintenant reste tout simplement à remplacer sigma xx par ces expressions. D'accord. Donc on va travailler avec juste, on va considérer juste la première. Donc juste la première, donc ça devient le même. Donc on va considérer ces termes-là, ce terme-là, on va l'expliciter maintenant. D'accord. On va l'expliciter. On va expliquer ce terme-là. D'accord. Alors, D sigma xx, si vous voulez maintenant sigma x, qu'est-ce que ça veut dire? I est égal à 1, J est égal à 1. Donc sigma 1, 1 est égal à quoi? Moins P. Quoi? Donc, alors, juste. Donc, sigma xx. Dans la notation indicielle, on fait compte, c'est sigma 1, 1. Donc, I est égal à 1, J est égal à 1, on est à x. Hein? Donc, égal. Moins P, delta ij. Maintenant, delta 1, 1. Donc, I est égal à J, delta 1 est égal à 1. Voilà, plus 2 mu, maintenant d 1, 1. En fait, quand d 1, 1, c'est dxx. D'accord? C'est dxx. Et plus lambda, alors, divergence de V. Divergence de V, attention, c'est un scalaire. Hein? D'accord? Donc, delta 1, 1, bien, xx, c'est, en fait, quoi, c'est 1. Maintenant, sigma y, c'est quoi sigma y? C'est bon, sigma y, c'est pour la deuxième équation, on va considérer les composantes qui nous intéressent pour cette équation. Maintenant, sigma xy. Xy, qu'est-ce que ça veut dire sigma xy? Donc, I ici 1, y égale à 2. Donc, égal. 1, pardon. Donc, 1 et 2. Donc, égal. On remplace ici. Moins pi delta 1, 2. Donc delta 1, 2 égale à 0 parce que I est différent de G, c'est le symbole de Kronecker. Plus 2 mu dit quoi maintenant? 1 de xy. Xy. Très bien. Ce terme-là, ça sort parce que ça égale à 0. Maintenant, sigma. Maintenant, il nous reste cette composante-là, c'est xz. Sigma xz, c'est quoi? C'est en fait c'est sigma, x c'est 1, et z c'est le 3. D'accord? Donc c'est quoi? Égal. Moins pi delta 1, 3. Donc ça c'est égal à 0. Il dit comment tu dis? Point d'écart. Il y a 2 mu. C'est égal à 2 mu. Alors d quoi? D de. Alors 1, x avec x. Voilà. Et j est égal à 3. Donc en fait c'est dx. Très bien. Ce terme-là, donc c'est delta 1, 3, xz c'est 0, parce que i est différent de g. Très bien, donc voilà, juste, si vous voulez, dxx est égal à quoi? Dxx, on a déjà calculé, on va le trouver égal à du sur dx. Dxx, c'est du sur dx. On a dit que dij, ça, c'est le cours d'études de français, est égal à 1 demi, voilà. DUI par DXJ plus DUG par DXI par. Voilà. Donc, on peut aisément vérifier que DXX, eh bien, c'est DI sur DX. Hein. Par exemple, DXY. XY, c'est-à-dire I égale 1 et J égale 2, c'est-à-dire DN2. En fait, c'est DN2. D'accord? Donc, il est égal à quoi? C'est 1 demi, DU1, U1 c'est U, sur DX2 c'est DY, d'accord? Plus DU2, en fait c'est V, sur DX1 c'est DZ. Sur I égale 1, pardon, c'est X, hein, c'est X. Voilà, en fait comme ça, c'est D1, 2, et ça c'est quoi? C'est D1. Voilà. DX c'est quoi? DXZ,
En fait, c'est D1, 3. D'accord? 1, 3. Donc, égal à quoi? Alors, 1 demi. Alors, DI1, c'est U, toujours U. Sur DX3, c'est sur DZ. Plus DI3, en fait, comme c'est W sur DX. Y. Très bien. Maintenant, juste pour ce terme-là, ce terme bleu, entouré, d'accord, dans cette équation, d'accord, il devient comme suit. Donc, D sigma x. Maintenant, on connaît c'est quoi sigma x, hein, d'accord. Donc, D sur dx de quoi? De cette expression-là. Donc, c'est de moins P. Alors, plus. Alors, demi dx, dx, en fait, compte, c'est ça. Dx, c'est du sur dx. Donc, c'est plus 2 mu du par dx. D'accord? Donc, plus 2 mu. Alors, dx moins p plus 2 mu du par dx. Très bien. Plus lambda divergence de V. Très bien. Ça c'est uniquement ce terme-là. Plus maintenant, D par dy. Maintenant, sigma xy. Sigma xy. C'est de quoi? C'est alors 2 mu dxy. On vient de le calculer. Le 2, ça sort avec le 2 ici parce qu'on a un demi fois 2. Donc il nous reste mu. Voilà. Alors, du par dy plus dv par dx et plus d par dz. Alors, maintenant sigma xz. Sigma xz, c'est ça. Donc c'est un demi et on a ce 2 là, d'accord, qui passe. Ça s'applique avec ce 2 là. Donc c'est mu. Alors, d U sur dz plus dw sur dx. Ça, c'est juste pour une composante, hein, une seule composante. Donc, on peut faire de même pour les autres cas, pour la deuxième composante et la troisième composante. Alors, maintenant, on va écrire ces équations de Stokes pour le cas général. Donc, si on fait la même chose. Donc, alors, très bien. Donc, on va écrire. Donc c'est donc vous avez remarqué que cette notation indicielle, ça nous aide beaucoup, ça nous facilite, d'accord, ces calculs de dérivation ou ces opérateurs de divergence ou bien d'un vecteur ou bien d'un tenseur, etc. Bon, selon la direction x, qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est d, rho u sur dt plus divergence de rho u v. Voilà. Égal. Maintenant, ce terme-là, on va le écrire juste. Bon, on peut faire entrer le dp à l'intérieur. Hein. Donc, c'est moins dp sur dx. Donc, c'est moins dp sur dx. C'est pour ce premier terme. Maintenant, on va écrire la force de volume ici, rho fx, et le reste, ce terme-là. Donc, plus, alors, d par dx. Maintenant, c'est du mu. Donc, du par dx plus lambda divergence de v. Ça, c'est ce premier terme. Plus d par dy. Alors, mu du par dy plus dv par dx. Plus ce terme-là, plus d par dz, alors mu du par dz plus dw par dx. Ça, c'est la première composante. Hein? Ça, c'est la première composante. Maintenant, on parle pour la deuxième composante. Donc, c'est d, alors maintenant v par dt, le terme stationnaire.
plus divergence de rho, maintenant c'est V, le vecteur vitesse V, d'accord, petit v c'est la composante, c'est V, petit v. Donc on va utiliser, c'est-à-dire, si on réécrit tous les termes des équations précédentes avec ces notations indicielles, bon, on trouve égal moins dp par dy maintenant, plus rho f y, alors plus d par dx de mu dv par dx plus du par dy, plus d sur dy de 2 fois dv sur dy plus lambda divergence de v, terme diagonal, plus d par dz, mu, alors dv sur dz, plus dw sur dy. Ça, c'est la deuxième composante. Hein. Maintenant, pour la troisième composante, donc c'est d rho w sur dt, plus divergence de rho, maintenant wv, égale moins dp maintenant sur dz, plus rho fz, plus d sur dx de mu, alors dw par dx, plus du par dz, plus d par dz de mu, alors dw sur dy plus dv sur dz, plus d par dz de 2 mu, alors dw par dz, plus lambda divergence du vecteur vitesse. Hein. Très bien. C'est ça les. En fait, dans ce système-là, si vous voulez, ce système, les trois équations, c'est le cas général. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations. Ça, ce système. Star, c'est trois composantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations de mouvement ou bien les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes. C'est ça les équations de Navier-Stokes. Très bien. Donc voilà, juste pour ce divergence-là, divergence d'un vecteur, ça c'est un scalaire. Hein. On sait que d'un vecteur c'est un scalaire. Hein. Ici aussi, hein, divergence, ici c'est rho wv, donc on fait que divergence d'un vecteur, ça donne un scalaire. Très bien. Donc c'est les équations de Navier-Stokes écrites dans le cas général. On appelle cette forme-là, c'est la forme conservative. Pour un écoulement, bien sûr, le fluide, pour un fluide newtonien. Hein. D'accord. Donc on voit ici le terme d'inertie, le terme stationnaire et le terme de convection. Maintenant, les forces de pression, ça apparaît ici. Les forces de surface, on va penser la pression et les contraintes de cisaillement. De ce côté-là. Ici, de point de force visqueuse, ça c'est ce qu'on appelle les forces visqueuses. Aussi, il y a les contraintes normales et tangentielles. Hein. Normale, on a ici sigma là, tout ce qui est sigma. D'accord. Et tangentielle, c'est tout ce qui est tau. Hein. C'est tau. La pression aussi. Donc, les contraintes, on a aussi dans la direction normale, on a que ce soit la pression ou bien aussi la contrainte normale. Hein. Très bien. Et les forces de volume. Ça, c'est les équations de Navier-Stokes, c'est-à-dire, bien sûr, pour un fluide, le fluide qu'on a considéré maintenant, un newtonien, d'accord, on a utilisé d'abord ce tenseur des contraintes et le taux de déformation c'est-à-dire d'une particule fluide. Voilà. Et voilà, donc ça, on n'a pas dit, pour l'instant, c'est le fluide en général. Hein. Pour le cas, ici, pour un fluide newtonien est compressible. Hein. Maintenant, c'est compressible. Le fluide, il est compressible. Hein. Car, compresseur, ça dit ouais, il est différent de constance. Ça, c'est le cas général. On appelle cette forme-là, c'est la forme conservative. Hein. C'est une forme, ça, c'est une écriture, forme qu'on appelle la forme conservative de ces équations. Une forme conservative. D'accord. L'appellation de cette forme conservative, puisque vous savez que dans la dérivation de ces équations, on a appliqué les lois de conservation pour obtenir les équations
mouvement, on applique le théorème de quantité du mouvement. Pour la deuxième loi de Newton, concernant la quantité du mouvement. Et vous voyez ici, c'est ce produit-là. Alors U, alors I, etc. Alors etc. C'est quantité qui se conserve. C'est des quantités de flux qui se conservent. Forme conservative parce qu'on a une autre forme qu'on appelle la forme primitive. Donc forme primitive. Comment on va obtenir cette forme primitive? On va manipuler ce terme-là, ce second membre. Considérez maintenant le second membre. Pardon, le premier membre des équations. C'est terme qui se situe là. C'est ce terme-là. D'accord? Donc c'est-à-dire encadré par en bleu. D'accord? Pour la première équation, dρ par dt plus divergence rho UV, donc on peut écrire cette équation dρ U par dt plus divergence de rho petit i vecteur vitesse. Ça on peut l'écrire bien sûr. Donc voilà, dérivé d'un produit. Donc c'est quoi? U dρ par dt plus rho du U par dt. Ça c'est pour le premier terme. D'accord? Plus maintenant divergence, pour les divergences, ici on voit quoi? Divergence d'un scalaire point vecteur. D'accord? Ça c'est un scalaire là. D'accord? On va appliquer cette propriété-là. Par exemple, divergence, par exemple, d'un scalaire, par exemple, on va appeler, pour ne pas appeler lambda, donc un scalaire, par exemple, alpha, point vecteur 1. D'accord? Alpha ici c'est flux 0 et égal à quoi? Donc est égal à A. D'accord? A, produit scalaire. Divergence de ce alpha, pardon, le gradient de ce alpha, le gradient, d'accord, plus alpha, divergence de A. Ça, c'est une propriété comment calculer cette dérivée, d'accord. Ici, le scalaire, ici, on va faire alpha, en fait, alpha ici, alpha, c'est on va le prendre le U, petit U, d'accord, ici. Donc, plus, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il est égal à, donc, alpha petit i, donc le A pour nous ici c'est en fait rho V. Rho V c'est le A, c'est le vecteur. Rho scalaire, V scalaire, ça c'est un vecteur. Hein. Alpha c'est le petit i. Hein. Donc égal à A, donc c'est quoi? A c'est rho V, d'accord? Scalaire, gradient de U, d'accord? Gradient de U, plus, alors le alpha en fait c'est le U, divergence de rho V. Divergence de rho V. Très bien, donc on peut écrire comme ça. Donc, alors, U, on va considérer ce terme-là avec ce terme-là. Donc, c'est U dρ par dt plus U divergence de rho V. Plus, il nous reste maintenant si du terme-là, donc c'est rho du sur dt plus rho v scalaire gradient de u. Donc là, on peut faire sortir le u en facteur. Donc c'est dρ par dt plus divergence de rho v plus, là on va faire sortir le rho. Donc c'est du par dt plus v produit scalaire gradient de u. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? dρ par dt plus divergence de rho v. Ça égale 0. Ça, c'est l'équation de continuité. L'équation de continuité, c'est ça. Donc, le cas dρ par dt plus divergence de rho v égale 0. Ça, c'est l'équation de continuité. On veut l'équation de continuité. Maintenant, du par dt. du par dt plus v scalaire gradient de u, ça c'est la définition de la dérivée particulière. Donc ça c'est quoi? C'est la dérivée particulière du par dt. D'accord? Bon, dérivée particulière, ce d, on a dit que ce d par dt, dérivée particulière, égale à quoi? Alors d de cette quantité qui est là, plus v grade cette quantité là. Ça c'est la dérivée particulière. Dérivée particulière, on a vu cette notion en deuxième année, particulière. Ou bien aussi on l'appelle la dérivée lagrangienne. On va la dérivée lagrangienne. On l'appelle aussi la dérivée substantielle. D'accord? Ou bien aussi dérivée matérielle, etc. Très bien. Donc ce terme-là, ce premier terme-là,
ce terme, donc on peut écrire que, à partir du développement, donc ça c'est l'équation de continuité, donc on fait quoi égal, on peut l'écrire comme ça. Donc est égal à rho, si vous voulez, rho, alors, du par dt. Il nous reste uniquement ce terme. Très bien. Donc, ici, cette équation, on remplace ici, elle devient comme ça. Donc, c'est rho, ici. Alors, ça devient ici quoi? Maintenant, cette nouvelle écriture, on va l'écrire en rouge. Donc, c'est ce terme qui est là, donc on peut l'écrire du par dt. Maintenant, c'est la dérivée particulière. Si la même chose ici, on fait la même étape pour les deux autres. Donc, on va trouver quoi? C'est rho dv sur dt et c'est dρ dw sur dt. On a introduit la notion de la dérivée particulière. Très bien. Donc, avec cette forme-là, les équations ont cette forme, ce qu'on appelle la forme primitive. Donc, on a aussi une autre forme, la forme primitive. Donc, la forme conservative, ça veut dire que c'est vrai que se conserve, ça veut dire des rho, u, rho, v, etc. Maintenant, la forme primitive, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle les variables primitives. Les variables, c'est quoi? C'est rho, u, v, w et p. Donc, vous voyez là, on a rho, u, etc., v, etc. Ça, les variables primitives. La pression, etc. Très bien. Donc, c'est ça les équations de Navier-Stokes dans le cas général, fluide compressible. Pour un feu bien sûr newtonien, dans le cas général, l'écoulement en 3D, etc. Soit on a vu la forme conservative et la forme primitive. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les équations d'Euler. Les équations d'Euler. D'accord? Équation d'Euler, on a Navier-Stokes, équation d'Euler. Équation d'Euler, on va les déduire à partir des équations de Navier-Stokes. D'Euler, c'est quoi? C'est-à-dire un fluide ou un fluide quoi? Non visqueux. Non visqueux. D'accord? Visqueux, ça veut dire mu égale 0. Hein? Lambda aussi égale 0. Donc les équations de l'air, c'est quoi? Les équations de l'air, c'est là. Donc mu de égale à 0. Donc tous ces termes-là, donc ces termes-là, ça, ces termes-là, d'accord? Ça n'existe pas. D'accord? Donc les équations de l'air, c'est quoi? En forme primitive, hein? Rho du sur dt égale moins dv sur dx plus rho fx, c'est tout qu'on avait ici. Ces termes-là, ça, dans pareil, d'accord, c'est fluide, c'est-à-dire parfait, c'est-à-dire non visqueux, pas de viscosité. Très bien. Ça, c'est le cas particulier. Voilà. Aussi, maintenant, on dit que pour le fluide, il est compressible. Hein? Ça, c'est pour le fluide compressible. Maintenant, revenons. Le fluide, maintenant, il est visqueux, fluide réel. Ça. Voilà. Maintenant, c'est pour. Si le fluide maintenant, si le fluide est incompressible, c'est bien si l'écoulement est incompressible. Qu'est-ce que ça veut dire incompressible? Incompressible, c'est-à-dire que rho est égal constante. Et on a vu en deuxième année la condition d'incompressibilité. On sait que aussi divergence de v égale à quoi? Égale à 0. Parce que la divergence de V, ça signifie quoi? Divergence du vecteur vitesse, ça signifie la variation de volume par unité de volume. D'accord? D'un élément fluide des particules. Donc s'il est incompressible, donc il n'y a pas de changement de volume. Donc divergence de V est égale à 0, la condition d'incompressibilité. Très bien. Maintenant, les équations se simplifient bien sûr. Bon, gardons cette notation, c'est-à-dire cette forme primitive. Pour la première équation, c'est rho du par dt, ça veut dire particulière égale à quoi? Donc égale moins dp sur dx plus rho fx. Maintenant, le fluide il est incompressible. Divergence de v égale à 0. Donc ça, ce terme-là, ça sort là. Donc égale plus maintenant d sur dx. D sur dx de fluide incompressible, c'est généralement pour des gaz de faible vitesse, etc. Donc il n'y a pas de grandes variations de la température. Hein. Et on sait que la viscosité dépend de la température pour des grandes variations. Dans le cas incompressible, on n'a pas de fortes variations de
température. Aussi, dans le cas du fluide incompressible, les propriétés sont constantes. Bien sûr, la masse volumique, ça c'est la conditionnelle positive, mais aussi égale constante pour un fluide incompressible. Donc on peut, c'est-à-dire on peut faire sortir ce V à l'extérieur. Donc c'est 2 mu d au carré, c'est dx au carré. Ah, c'est ça. Donc c'est 2 mu d au carré x carré. Maintenant plus, alors mu, alors d au carré u par dy au carré, plus mu, maintenant je suis avec ce terme-là, mais il est constant, donc c'est la dérivée seconde de v, c'est dy dx, plus mu d au carré u sur dz carré, c'est ça, plus mu, la dérivée seconde de w par dz dx. Très bien, ça c'est pour la première composante. On peut la manipuler un petit peu. Regardez ce terme-là. Donc, alors, ce terme-là, pardon, jusqu'ici. Donc, 2 mu d2. Donc, 2 mu, en fait, c'est mu d2u par dx au carré, plus mu d2u par dx au carré. Ça, c'est le 2. Très bien. Plus, maintenant, mu d2u par dy au carré, plus, maintenant, mu, on peut écrire là, mu d par dx, de quoi? Alors, c'est dv sur dy, pardon, dv sur dy, pour ce terme-là. Voilà, plus, alors, dw sur dz. Très bien. Plus, il reste ce terme-là, mu d2u par dz2. Très bien. Donc maintenant, on considère ce terme avec, voilà, avec ce terme-là. Avec ce terme-là. Mais elle est constante, hein? D'accord? Donc, je peux écrire ça mu d par dx. En fait, quoi? De quoi? C'est du sur dx. Ça veut dire secondes. Plus, maintenant, mu en facteur, c'est dv sur dy, plus dw sur dz. Très bien. Et ça, c'est quoi? En fait, comme ça, c'est divergence de V. Et on a le fluide, il est incompressible. La condition d'incompressibilité, ça est égal à quoi? Est égal à 0. Si le fluide, il est incompressible. Donc, ce terme-là, bien sûr, se simplifie. D'accord? Ce terme-là. Donc, finalement, je crée cette équation. Donc, c'est du, pardon, du par dt égale moins dp par dx plus 0 fx. Plus, maintenant il nous reste mu d2u par dx au carré. Alors plus mu, on va faire en facteur d2u sur dx au carré plus d2u sur dy au carré, d2u sur dy au carré plus d u par dz au carré. Très bien. Et ça c'est ce qu'on appelle Laplacien de u. Le Laplacien de u. Très bien. Donc, voilà, c'est qu'on a fait ici manipulation juste pour la première équation. Les autres équations, ça se suit, c'est-à-dire de la même manière. Hein. On fait quoi? Mu, maintenant, on va réécrire que c'est mu Laplacien de u. Pour la deuxième composante, ça se fait rapide, dvt égale moins dp par dy plus rho fy, plus quoi? Mu Laplacien de v. Rho, dernière composante par dt, attention, toujours, je répète, c'est la dérivée particulière, d'accord? Donc il a un terme stationnel ici, il y a un terme adjectif, donc moins dp par dz plus rho fz plus mu Laplacien de w. Très bien. Donc ça c'est le système, donc ça c'est Navier-Stokes, d'accord? Dans le cas, bien sûr, incompressible. Incompressible.
D'accord? Pour un fluide, un écoulement incompressible, on voit bien sûr que les équations se simplifient. D'accord? Très bien. Donc ces équations, voilà, donc vous allez regarder l'écriture, ces écritures dans le polycopier du cours. Très bien. Voilà. Donc, ou bien, si vous voulez, cette équation-là, donc cette équation-là, vous pouvez l'écrire sur la forme, c'est-à-dire une forme vectorielle, une forme, c'est-à-dire compacte, condensée. D'accord? Alors, on peut écrire alors, dv par dt, phi composant, moins dpcd x sur i, plus moins dpcd yg, moins dpcd zk. En fait, ça c'est égal le grade moins gradient, c'est pas des valeurs, gradient de v, plus f, plus laplacien de quoi? De v. Donc, si je veux la première composante sur x, je remplace v par u, petit u, d'accord? Fx et laplacien de u. Deuxième composante v, petit v, donc petit v, ça c'est moins dpcd y, dans la première moins dpcd x, maintenant c'est fy, laplacien de v, etc. Très bien. Donc c'est l'équation 3, d'accord, du cours, du polycope, c'est l'équation 3. Ça, on est arrivé enfin maintenant, on a écrit les équations de Navier-Stokes, que ce soit le cas compressible ou bien le cas incompressible. Très bien. Là, l'écriture, juste ça, ce qu'on appelle la forme primitive. D'accord? Parce qu'elle utilise, dans ces équations, on fait apparaître uniquement les variables primitives, ρ, u, p, etc. La forme conservative, on a ce u. D'accord? Rho u, rho v, rho w. Ça c'est ce qu'on appelle les variables conservatives. D'accord? Parce que c'est une quantité qui se conserve, parce que c'est des flux. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, bien sûr, tout ce qu'on a fait ici pour les coordonnées, on a travaillé avec un coordonnées cartésiennes. Hein. Donc, ces équations-là, on peut les créer sous une autre forme de coordonnées, polaire, cylindrique, sphérique, etc. D'accord? Donc, on a juste, comment transformer ces équations? On a juste à transformer ces opérateurs, le grade, le laplacien, etc., en coordonnées cylindriques ou bien en coordonnées sphériques. Donc, j'ai attaché dans la plateforme c'est-à-dire un formulaire, d'accord, de décryptage de ces équations en ces différentes formes de coordonnées. Très bien. Donc vous voyez maintenant, si vous voulez, si on va discuter dans la nature mathématique de ces équations, bien compressible ou bien incompressible, vous voyez les équations de Navier-Stokes, c'est des équations bien sûr aux dérivées partielles, le cas général, vous voyez ces dérivées partielles, et des équations bien sûr, elles sont non linéaires. D'accord? Voilà, la linéarité, surtout dans ce terme-là, d'accord? Parce que si vous regardez, si on va, par exemple, si on va écrire cette équation-là, donc c'est, on va développer, du par dt, plus, maintenant, v, donc ça se développe ainsi, donc du par dt, plus, maintenant u du par dx, plus v d u par dy, plus w du par dz. D'accord? Donc vous voyez la linéarité elle est là. Donc u du sur dx pour des fonctions et sa dérivée. Ça c'est le terme non linéaire. Donc si on cherche à trouver des solutions analytiques exactes de ces équations, bien sûr, il n'est pas envisageable. Pour le cas, par exemple, général, ça veut dire des écoulements tridimensionnels, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a ce formulaire que j'ai attaché dans la plateforme tridimensionnelle, ce mode d'espace de cours un biais A. Il y a un formulaire qui, bien sûr, montre l'écriture de ces équations. D'accord? Navier-Stokes. Dans le système de coordonnées cylindriques et le système de coordonnées sphériques. Très bien. Donc, avec maintenant ces démonstrations de ces équations, donc on est arrivé à établir ces équations de Navier-Stokes pour un fluide newtonien. Donc, on termine ce chapitre et on va entamer la dernière fois le deuxième chapitre. De fait, pour les écoulements, c'est-à-dire des solutions simples
pour ces équations-là, on va considérer quelques écoulements simples, on les appelle des écoulements élémentaires. Pour ces écoulements, on peut obtenir des solutions exactes pour les équations de Navier-Stokes. On va parler uniquement de la forme, c'est-à-dire pour le cas d'un écoulement incompressible. Donc, on arrête aujourd'hui là et on se voit pour la prochaine fois pour entamer, c'est-à-dire le deuxième chapitre, les solutions, c'est-à-dire simples, solutions exactes des équations de Stokes pour des écoulements élémentaires. Donc, je vous remercie, on se voit la prochaine fois, Inch'Allah.